Vous savez, il existe un très grand nombre d'animés japonais qui passent au second plan durant leur sortie, alors tout simplement parce qu'ils ne sont pas comme les gros monstres, les gros mastodontes qui sortent, que ça soit en été, pendant l'hiver ou pendant l'automne, ou tout simplement parce qu'ils ne sont pas assez mis en avant, qu'ils ne sont pas assez diffusés aux yeux du grand public. Eh bien, je vais vous dire une chose, et oui, pour cette 17e critique du mois, l'animé Que sa volonté soit faite, et oui, le nom est assez long, assez étrange pour un animé, il faut bien le dire, eh bien, il rentre parfaitement dans la catégorie des animés qui sont sous-cotés et qui ne sont pas assez mis en avant, selon moi. L'histoire, bien évidemment, est assez courte, au total pour 2 saisons, en tout cas disponibles en DVD et sur les plateformes internet, on compte 24 épisodes, ce qui n'est pas énorme, il faut bien le dire, comparé aux gros monstres que l'on regarde depuis qu'on est tout petit, que ça soit Sword Art Online, Fairy Tail, Dragon Ball, Bleach, Death Note, et j'en passe tellement il y en a, des animés qui ont beaucoup d'épisodes. Que sa volonté soit faite nous plonge dans le quotidien d'un jeune lycéen de 17 ans nommé Keima Katsuragi, qui a une petite particularité évidemment, c'est un geek, mais attention, il est spécialisé dans les jeux de drague, et je vais même dire, à ce niveau-là, c'est devenu un expert, une légende des jeux de drague. Cette passion sans vergogne pour les jeux de drague en ligne, il faut bien le dire, va donc amener Keima à rencontrer Elsie, une jeune diablesse envoyée directement des enfers via un Uber, sans doute un Uber diabolique, il faut le dire. Et au travers de cette rencontre, Elsie va donc devoir se trouver un buddy, ou comme on appelle plutôt ça chez nous, un coéquipier, un bras droit tout simplement, afin de l'aider à capturer la quasi-totalité des âmes en fuite présentes sur Terre, qui bizarrement adorent se cacher dans les failles des cœurs des jeunes filles douces et délicate. Voilà, là vous avez un petit peu la trame de l'histoire, le point de départ global. Merci beaucoup, Dieu tombeur. Merci beaucoup d'avoir accepté la mission. Sache que je viens tout droit de l'enfer. Je suis une diablesse qui poursuit les âmes en fuite. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Alors là, je n'en sais pas plus que vous. Personnellement, je n'ai jamais cru au surnaturel. Ce que j'adore particulièrement dans cette série à travers le personnage de Keima, c'est que lui, n'a jamais éprouvé de sentiments pour une fille, n'a jamais osé tenir la main à une fille, voire même l'embrasser. Donc c'est véritablement une épreuve, comme une montagne, un Everest pour lui, que d'affronter justement cette idée de combler les failles des cœurs des jeunes filles en les embrassant. Donc oui, la situation est assez embarrassante, assez gênante pour lui, mais vous verrez, son caractère va évoluer du tout au tout au fil des 2 saisons. Ses aptitudes pour les jeux de drague ont été très bien mises en avant par la série, et oui, puisqu'au fil des rencontres avec les âmes en fuite, Keima va les analyser, essayer de comprendre le passé des jeunes filles, pourquoi est-ce qu'elles ont sombré justement dans une sorte de dépression, comment les en sortir, bref, il va vraiment tout analyser, tout comprendre, et ça c'est pour moi la force de ce personnage, c'est qu'en se basant sur son expérience des jeux de drague en ligne, il va justement les mettre à exécution dans la vie réelle. Qu'est-ce que tu dis ? Quel rapport entre l'athlétisme et les cheveux détachés ? Je t'ai dit de te taire ! Tu ne sais pas que les filles qui font de l'athlétisme doivent s'attacher les cheveux ! Mais quelle idiote ! Je suppose que tu ne sais pas non plus qu'elles puisent toute leur force dans leur élastique. L'entorse, les menaces à peine voilées, la haie truquée, les encouragements... Tout ça s'imbrique dans une logique parfaite. Le duo qu'ils forment avec Elsie est génial parce que leur rencontre est tout simplement le fruit du hasard. Qui aurait pu imaginer que Elsie tombe sur le seul gars qui n'a jamais embrassé de fille, qui n'a jamais dragué personne? Donc oui, et on peut comprendre aussi l'avis de Keima qui a envie de se débarrasser d'elle le plus vite, mais leur rencontre est tout simplement émouvante, ils sont complémentaires et surtout ils ont une très bonne complicité qui est très bien mise en avant pendant les 2 saisons et ça c'est fort. Je vais vous avouer une chose, et d'ailleurs c'est une
de mes préférences dans les animés japonais, je ne suis pas quelqu'un qui apprécie les personnages entre guillemets gauches qui sont maladroits. Au contraire, je trouve que justement, ça offre un peu de facilité scénaristique pour certaines scènes, pour certains passages, enfin bref, vous m'avez compris. Mais ici, pour Elsie, c'est totalement différent. Je trouve que son côté maladroite et entre guillemets cruche lui va parfaitement bien. Ça colle à la peau du personnage, et puis au fil des épisodes, elle nous démontre une partie de son histoire qui est émouvante, de son passé, un background comme on appelle ça. Et puis, il faut bien l'avouer les gars, elle est quand même mignonne. Elle est mignonne, donc ça enlève un petit peu le côté cruche et le côté gourdasse. C'est la vérité. J'ai une grande sœur. Elle réussit mieux que moi parce qu'elle excelle dans tous les domaines. C'est une diablesse professionnelle, elle est brillante. Alors que moi au contraire, je suis douée pour rien. Moi, je ne suis bonne qu'à balayer et faire le ménage. C'est bien vrai ce que tu dis? Oui, malheureusement, je vois bien que je n'ai pas le choix. Bien sûr, j'ai envie de me débarrasser de toi, coûte que coûte. Mais si je te mets à la porte, ça ne fera pas avancer les choses. J'aimerais maintenant aborder avec vous le cas des âmes en fuite, les esprits frappeurs, comme on les appelle, qui bizarrement adorent et même trouvent ça marrant de se cacher dans le corps de jolies jeunes filles qui n'ont rien demandé à personne et qui surtout mentalement sont très fragiles. Mais on y reviendra plus tard à ça, le côté mental fragile. Je vous l'ai dit, ce que j'adore particulièrement avec ces âmes en fuite et ce côté esprit frappeur, c'est qu'ils révèlent de véritables problèmes psychologiques chez ces jeunes femmes, présents dans leur esprit. Et oui, je n'arriverai pas à dire chez ces jeunes femmes, c'est incroyable dans cette vidéo. Bref, simple exemple, pour Ayumi, la championne de course, c'est un manque d'assurance dans ses qualités sportives. Pour Mio, la jeune fille riche, c'est un problème caractériel suite au décès de son père assez rapidement d'ailleurs, je crois qu'il est mort assez jeune. Pour Kanon, la chanteuse K-pop de The Voice japonais, c'est clairement un manque de confiance en elle et elle a toujours peur que personne ne la reconnaisse, que personne ne l'écoute. Et pour Shiori, la bibliothécaire, c'est justement une timidité maladive qui l'empêche de parler et de s'exprimer librement avec chacune de ses collègues étudiantes. Et oui les gars, c'est une véritable bande de cas sociaux quand même. Mais vous verrez, dans la saison 2, on y sera bientôt, assez vite d'ailleurs. Elle n'est pas en reste non plus de cassos, hein. Franchement là, on est sur du moyen, la saison 2 c'est du très lourd de cas sociaux. Je vous rassure, je plaisantais pour le côté cas sociaux, bien évidemment, j'espère que vous avez compris le deuxième degré et que vous le comprenez, mais il faut bien avouer que ces problèmes psychologiques chez ces jeunes femmes, justement, eh bien, sont très bien démontrés. On a envie de s'intéresser à elles, à leur passé, et de comprendre pourquoi est-ce qu'elles ont ce blocage, entre guillemets, cérébral sur chaque situation bien précise, sur chaque émotion qui leur est due. Ça ne sert vraiment plus à rien que je participe à ce tournoi. Oui, mais pourquoi? Pourquoi je n'arrive plus à courir aussi vite qu'avant? Je suis la fille du président-directeur général des industries à Aoyama. Et il est complètement hors de question que je change mon mode de vie. Deux, d'ailleurs, m'ont convaincu à travers cette première saison. C'est tout d'abord Mio, la jeune fille riche, voire dominatrice à ses heures perdues, qui a perdu son père. Et ensuite Kanon, la chanteuse du The Voice japonais, qui a clairement un manque de confiance et d'assurance en elle. Et oui, il faut bien le dire. Commençons tout d'abord par Mio, la fameuse plein aux as de la série, hein, qui a donc un papa PDG d'entreprise au Japon, une entreprise bien placée financièrement, mais malheureusement lui est décédé il y a peu, et voire même je crois très jeune. D'ailleurs pendant un long moment, pendant tout son petit arc de la série, elle est présentée comme quelqu'un de froide, dominatrice à ses heures perdues, avec un sale caractère, qui ne sourit jamais, bref, tous les défauts que peut avoir une fille caractérielle qui n'a aucun sentiment à donner envers les autres. Tu as l'air totalement incapable de bouger. J'ai une baguette magique qui va te rendre les forces qui te manquent. Hein? Baguette magique? Oui, et elle est très efficace. Si je te fouette avec ça, je suis sûre que tu vas vite être regonflé à bloc. J'ai vraiment trop mal aux pieds. Malheureusement, je suis obligée d'accepter ton aide. Allez, en route! Seulement, plus l'histoire avance, plus l'intrigue autour de Mio, de son passé, de son père avance, eh bien on se rend compte que cette jeune fille, tout simplement, a pris sur ses épaules tout le poids des malheurs qui lui sont arrivés depuis la mort de son père, et que ce côté caractériel sans cœur, c'était surtout une façade pour ne pas perdre sa fierté qu'elle a décidé d'enfouir au fond de son cœur, tout simplement.
Je vous l'ai dit, Mio s'est donné une façade et c'est tout à fait normal, afin de garder une certaine fierté, de pouvoir garder la tête haute devant ses proches, devant ses connaissances, mais surtout devant ses amis à l'école, afin que tout le monde continue de la voir comme Mio, la jeune fille riche plein aux as, qui ne pense qu'à sa tronche, qui n'a pas d'amis, enfin bref, c'était vraiment pour garder la tête froide, garder la tête haute sans se dire ils vont me prendre pour une pauvre. Donc voilà, elle a quand même sa petite fierté, la petite Mio. Parce qu'elle a des yeux de chat, elle a les cheveux blonds et des couettes, ce qui d'après mes statistiques signifie que nous avons 99% de chances d'être confrontés à ce genre de fille. J'ai déjà connu 300 cas similaires. Dans les jeux. Oui, bien sûr, et si elle était de petite taille, la probabilité passerait à 100%. Tais-toi! J'ai toujours été riche et j'appartiens à ce milieu. C'est pas juste qu'ils me rejettent comme ça et toi, tu m'avais dit que tu m'aiderais et maintenant tu fais tout le contraire! Ce que j'adore particulièrement avec ce personnage, c'est qu'elle s'est rendue compte que le décès de son papa a eu un véritable impact, un véritable choc psychologique dans sa vie d'adolescente. Mais surtout, le plus émouvant, c'est qu'à un moment donné, et à un moment crucial de l'épisode, Mio s'est rendu compte que tout ce qu'elle avait fait depuis la mort de son père, eh bien ça ne servait strictement à rien de rester enfermée dans le passé, de ne pas justement s'ouvrir à de nouveaux souvenirs, à de nouveaux horizons, et surtout que la vie continue. Donc c'est pour ça que son petit baiser avec Keima est émouvant, parce que en Keima elle a vu justement cette lueur d'espoir que la vie avait une suite et qu'il fallait continuer de sourire, même si parfois nos proches ne sont plus là avec nous, mais ils sont toujours là dans notre cœur bien sûr. Merci Dieu tombeur, c'est du bon travail. À ton avis, je peux en acheter un avec ces pièces? J'en ai jamais utilisé. Je ne sais pas lesquelles prendre pour payer. Je veux m'éviter une humiliation devant tout le monde. Je ne vais pas vous mentir, Kanon Nakagawa dans cette saison 1 de Que sa volonté soit faite est clairement un de mes coups de cœur préférés pour plusieurs raisons, mais on y reviendra. Et puis surtout, beaucoup de personnes, je pense, peuvent s'identifier aux problèmes psychologiques que ressent Kanon, c'est-à-dire son manque d'assurance, son manque de confiance en elle, ce besoin d'être reconnue partout où elle passe. Et justement, avec tous ces problèmes, eh bien, on va pouvoir faire un petit parallèle avec notre société actuelle. Kanon Nakagawa, c'est une jeune lycéenne, je pense, d'à peu près de 17 ans, qui est très célèbre au Japon, qui surfe sur son succès parce qu'elle a fait plusieurs émissions de télécrochet, comme The Voice en Belgique, comme La Nouvelle Star. Donc oui, elle a gagné tous ses concours de chant, et donc ça l'a véritablement propulsée sur le devant de la scène japonaise. Pourquoi est-ce que tu ne me connais pas? Pourtant, j'avais enfin réussi à devenir une idole. Ça se peut pas, mais ça se peut pas, non! Tu ne sais même pas que je suis dans ta classe. Oh, je ne suis donc pas une idole! Je sers à rien! À rien, je suis nulle! Alors oui, bien sûr, je le reconnais, sa doubleuse a une très belle voix, les paroles sont bien écrites, il y a de la mise en scène dans ses chansons dans l'épisode de Que sa volonté soit faite, mais le véritable problème de Kanon, c'est un manque de confiance en elle, ce besoin d'être constamment reconnue partout où elle passe, et ce à toutes les sauces. Eh bien oui, prenez l'exemple, quand quelqu'un ne la reconnaît pas dans la rue, ou justement ne connaît pas ses chansons, eh bien Kanon se referme directement dans sa coquille et devient presque invisible aux yeux du monde. Enfin, c'est ce qu'elle ressent elle. Et justement, le parallèle avec notre société actuelle se fait magistralement, parce que comme je vous l'ai dit, beaucoup de personnes ici présentes sur cette terre, peuvent se reconnaître en Kanon. On a tous une Kanon en chacun de nous, parce qu'aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, on est dans un monde bourré, inondé de réseaux sociaux, d'images subliminales, de vidéos, de youtubeurs, bref, dans notre monde actuel, on a un besoin constant d'être reconnu, d'avoir une reconnaissance sur le web, d'avoir des likes, d'avoir des abonnés. Donc oui, il y a un vrai parallèle à faire. La notoriété numérique est une chose essentielle aujourd'hui. Et d'ailleurs, regardez, il y a des personnes qui ne vivent que de ça. Que ce soit les Instagrammeurs ou les Instagrammeuses qui, avec des posts sur des produits spécifiques, eh bien, touchent des milliers d'argent, comme les youtubeurs qui en gagnent également quelques sommes. Bon, on n'a pas les chiffres exacts, hein, mais voilà, il y a véritablement cette notion d'être reconnu sur le web, d'avoir une notoriété, d'avoir des fans, d'avoir des followers. Bref, vous m'avez compris. Ce n'est pas bon. Je ne suis vraiment bonne à rien. Ce n'est pas bon. Je suis nulle.
ne me regarde-t-il pas? Ne nous voilons pas la face, aujourd'hui n'importe quelle personne sensée sur cette terre rêverait d'être connue sur internet, d'avoir son heure de gloire, même si c'est pour un très court temps. Regardez les gens qui font des toutes petites vidéos d'1 minute et des vidéos qui deviennent virales par la suite, et bien tout d'un coup ils se sentent aimés parce qu'ils ont l'impression que le monde entier les aime et qu'ils sont entre guillemets regardés par tout le monde et pas par juste la grand-mère, le papy et le tonton. Je le redis, acceptez-le ou non, vous allez me dire non, c'est pas vrai, tu dis n'importe quoi, la musique rock, c'est pas vrai. Eh bien si Kevin, je suis désolé, aujourd'hui la seule et unique chose qui compte sur internet, c'est le nombre de vues sur une photo, c'est le nombre de partages sur une vidéo, c'est le nombre de followers que tu as sur Twitter. Bref, aujourd'hui ce qui compte sur internet, c'est le nombre de personnes qui te suivent et qui t'adulent. Et pour Kanon, c'est le même problème. Toute sa vie, elle a été adulée par des personnes qui l'ont suivie constamment, que ça soit sur internet, que ça soit sur les émissions de télé, elle a toujours eu un monde, une population derrière elle qui la soutenait. Hein? Tiens, c'est Kanon. Ah, qu'est-ce qu'elle est jolie. T'es en train d'écouter mes chansons? Mais non, je suis en train de réviser, voyons. Tu révises quoi? Hein? Si je comprends bien, t'aimes mes chansons. Seulement, ce que j'adore particulièrement chez ce personnage, et c'est ce qui selon moi fait sa véritable force, c'est qu'à un moment donné, Kanon s'est rendu compte que toutes ces personnes justement qui l'adulent et qui l'acclament quasiment à tous ses concerts, eh bien ce ne sont pas que des chiffres sur un ordinateur ou sur un téléphone, non, ce sont de véritables personnes comme vous et moi qui regardaient cette vidéo et qui justement suivent leur star préférée, pas pour sa beauté ou pour sa chanson, mais tout simplement parce qu'ils aiment l'écouter, ils aiment suivre sa vie. Et ils seront toujours là pour elle, dans les bons comme dans les mauvais moments, bien sûr. Si les gens ne te regardent pas, ou s'ils ne te félicitent pas, tu as le sentiment de redevenir invisible. Ah oui, c'est ça. T'as raison. Je le savais. T'es le seul qui arrive à me comprendre. Ils sont tous venus pour toi, pour que tu les éblouisses. Je peux pas te garder pour moi. Ce serait égoïste. Je suis malheureusement désolé pour tous les fans de Shiori, j'aurais bien aimé aborder le cas de la bibliothécaire parce que les timidités maladives, il y en a énormément et je sais de quoi je parle, même si là ça n'a pas l'air de le faire ressentir bien sûr. Mais bon, j'avais vraiment envie d'axer cette critique sur Mio et Kanon, qui selon moi sont deux véritables personnages majeurs de cette première saison, de que sa volonté soit faite tout simplement. Il faut dire la vérité, que sa volonté soit faite est un bon animé. C'est un bon animé qui est émouvant, qui est drôle, qui est amusant, il y a du rire, il y a de la joie, il y a des larmes, bref, il y a tout ce que vous voulez. Et puis surtout, on a une très belle complicité entre les deux protagonistes phares, c'est-à-dire Elsie la Diablesse et Keima le Geek qui n'arrive malheureusement pas à draguer, même si dans la saison 2 il y arrive, chapeau mec. L'histoire est remplie et même bondée de références en tout genre, de jeux vidéo des années 80-90, de vieux dessins animés aussi pour appuyer certains propos de Keima. Donc voilà, tout ce micmac de références, moi ça me plaît beaucoup, et puis ça passe très bien. Il y a des références bien sûr qui m'ont fait sourire entre guillemets, qui m'ont replongé dans une certaine nostalgie, comme celle centrée sur Heidi. Je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui ont connu Heidi, un vieux dessin animé des années où je pense 80 les gars, je sais plus quoi dire, mais surtout il y a également eu des débats sur la 2D et la 3D dans les jeux vidéo, lequel était le mieux, quelle console était la meilleure, enfin bref, il y avait vraiment plein de références qui étaient très intéressantes et très bien mises en avant. Je veux te dire mon secret. Toi et moi, on a une communion parfaite. Et c'est notre secret. Une communion parfaite. Et c'est un secret. Elles sont d'abord apparues comme de simples pixels, puis elles ont obtenu une voix et de la couleur. Leur éducation fut ensuite possible, et grâce au progrès, le relief a fait son apparition. Vous vous attendiez à ce que la critique fasse plus ou moins 30 minutes? Eh bien je suis désolé les gars, mais malheureusement, oui je sais, vous avez parié là-dessus. Oui, la critique durera un petit peu plus longtemps que prévu parce que même si l'animé est bien et correct dans son ensemble, il y a deux choses que je ne peux pas supporter. Alors tout d'abord, c'est le nombre incalculable de clichés sur les geeks. Alors je vais pas vous refaire le cliché des geeks, mais vous les connaissez
connaissez bien sûr, hein, du genre oui, les geeks ce sont des personnes qui n'aiment que les mangas, qui n'aiment que les animés et les hentai entre guillemets, ce sont des personnes anti-régime scolaire qui remettent en doute l'autorité des profs, blablabla, blablabla, bref, je vais pas vous refaire tous les clichés des geeks, il y en a un paquet. Ce qui est incroyable parce que c'est totalement faux. Eh bien oui, un geek c'est pas seulement un gars qui est dans sa chambre et qui est sur son ordinateur. Arrêtez de penser ça les gars. Un geek c'est surtout quelqu'un de passionné. C'est quelqu'un qui aime l'univers dans lequel il se plonge constamment, qui adore aller en convention, rencontrer de nouvelles personnes, se faire de nouveaux amis afin d'élargir ce cercle d'amis et de justement parler de sa passion avec d'autres personnes qui ont la même passion commune. Donc il faut arrêter avec tous ces clichés sur les geeks comme quoi c'est juste de simples petits... un télo à lunettes qui ne pense qu'à jouer à des mangas. Non, c'est pas du tout ça un geek. Toujours en train de jouer à tes jeux stupides, tu n'iras pas loin avec un tel comportement. Ne vous inquiétez pas, je sais que j'ai eu 100% au contrôle. J'arrive à jouer et à suivre les cours. Je n'ai aucun problème de comportement. Sale petit effronté. Ce sont tous les jeunes comme toi, ceux qui ne font pas la différence entre les jeux et la réalité, qui deviennent des délinquants! Évidemment que la série passe ça dans le côté humoristique, mais vu que la franchise Que sa volonté soit faite dans la saison 1 est déjà assez gaguesse par moment, je trouve que ça n'était pas nécessaire de rajouter de l'huile sur le feu. Je pense qu'à un moment donné, on a compris que les geeks c'est des nerds, c'est ceux qui jouent qu'à des jeux de drague, d'accord. Mais bon, la série aurait pu le tourner autrement, c'est un mauvais point selon moi, mais le deuxième arrive. Alors je vais sortir mon étiquette de mec chiant qui joue sur les bords, eh bien oui. Le deuxième gros point négatif selon moi pour cette saison 1 de Que sa volonté soit faite, c'est la résolution sur les âmes en fuite. Et oui, il est temps d'en parler de cette fameuse résolution finale après avoir attrapé les âmes en fuite. Eh bien oui, parce que dès que les âmes en fuite sont capturées et qu'elles se retrouvent dans l'espèce de pot de confiture confectionné par Elsie et les diablotins du 36e sous-sol, bien évidemment, eh bien les jeunes filles qui ont eu des âmes en fuite dans leur propre cœur, dans leur petit cœur, eh bien, elles oublient tout, elles n'ont plus aucun souvenir de ce qui s'est passé, même pas des petits bisous sur la bouche avec Keima, même pas des moments heureux, des moments de joie qu'elles ont pu connaître avec notre petit geeka, les merveilleuses idées des scénaristes. Ah, on n'en parle pas assez, hein, des idées géniales qu'ont les scénaristes à chaque fin d'épisode des animés. C'est merveilleux. Ayumi! Ah oui, j'ai oublié l'interview pour le journal! Ayumi a fini par oublier tout ce qui s'était passé. Hein? Eh oui, elle a tout oublié. Dans un sens, c'est un peu dommage. Surtout que tu commençais à bien t'entendre avec elle, finalement. Je ne critique pas ouvertement cette pratique, je peux comprendre dans l'absolu, ça veut dire aussi que voilà, après ces moments de joie et de bonheur, eh bien que la vie repart de plus belle, qu'on ne revient pas dans le passé, qu'on ne regarde pas en arrière, mais merde quoi! Merde, ce sont des souvenirs qu'elles se sont créés, surtout avec Keima, en l'embrassant, avec des moments de joie, et il y a surtout une évolution, hein, regardez Mio, elle est passée d'une fille froide, d'une fille qui n'a même pas envie qu'on l'approche, à une fille aimante, une fille qui aime, justement, se retrouver avec un garçon, enfin... Ça vous embête pas plus que ça, vous? Ce qui veut dire que si on garde cette règle, que toutes les jeunes filles impactées dans la série, qui donc retrouvent leur mémoire normale, voire habituelle après ce petit bisou sur la bouche, eh bien tout le travail de Keima, pendant plusieurs épisodes, pendant plusieurs nuits à cogiter, donc comment approcher telle fille, quelle tactique est-ce qu'on va apporter à ce moment-là, eh bien c'est balayé, c'est giflé par une règle aussi simple, aussi basique, une règle de facilité scénaristique. Franchement, moi ça m'énerve, et c'est ça que je trouve vraiment dommage dans cette série, c'est qu'on n'ait pas laissé quelques bribes, quelques escarmouches entre guillemets de souvenirs à ces jeunes filles. Franchement, c'est trop demandé de leur laisser juste le souvenir d'un petit bisou sur la bouche. Non, c'est trop demandé. Je vous l'ai dit, à la limite qu'on lui retire les moments de douleur, les moments de souffrance, je peux comprendre, parce que ça on n'a pas envie de les garder à l'esprit, on a envie de s'en débarrasser le plus vite possible, mais les moments de joie, les moments de bonheur, les moments d'amour, comment est-ce qu'on peut leur retirer ces moments-là? C'est quand même grave. Alors oui, je sais, j'ai un peu crié, j'ai un peu parlé, j'ai un peu haussé le ton, mais moi, honnêtement, ça me dérange qu'on joue avec les sentiments des personnages comme ça, surtout des personnages féminins qui n'ont rien demandé et qu'on leur retire leur instant de bonheur et leur instant de joie. Et puis pour le travail de Keima, pour le boulot qu'il a fait pendant les 12 épisodes, c'est pas sympa. Bon,
Certes, c'est un point négatif, mais je vous rassure, ce n'est qu'un petit grain de sable dans un océan. Eh bien oui, hein, tellement l'animé Que sa volonté soit faite pour moi est un des plus sous-cotés qui existent dans l'animation japonaise. Voilà les amis, cette 17e critique sur Que sa volonté soit faite est terminée, hein. Je m'excuse pour le temps un petit peu plus long de cette critique et je vous invite fortement à aller voir cette série tout de suite d'ailleurs. Elle est disponible sur internet en VOSTFR, en français, en VO si vous n'aimez pas les deux autres. Donc foncez, allez la voir tout de suite, il y a même une saison 2 parce que à mon sens, et je le redis, c'est un des animés les plus sous-estimés qui existent. Donc voilà, je vous la conseille vivement et vous m'en direz des nouvelles. Quant à nous, on se retrouve au mois de juin, et oui, on essayera avec mes examens pour parler de la 3e et avant-dernière partie de Yu-Gi-Oh! Et oui, il y aura une dernière partie parce que la dernière saison de Yu-Gi-Oh! La saison 1 est assez longue hein, entre les différents duels du royaume des duellistes, donc soyez au rendez-vous dès le mois de juin, dès fin juin, pour justement cette 18e critique, et normalement, il y aura un nouveau générique. Merci à vous en tout cas de m'avoir suivi jusqu'au bout. Tu es un ange ou une ange si tu es resté jusqu'à la fin, voilà, c'est merveilleux. A très bientôt sur YouTube pour de nouvelles vidéos. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu en l'air, ça fait toujours plaisir. À t'abonner, c'est gratuit, fais-toi plaisir. Et quant à nous, eh bien on n'a plus qu'une chose à se dire, restez ouverts à la critique. À très bientôt. Salut.